On n'a jamais fait un voilier avec du vent, d'accord? On n'a jamais fait un moulin à vent avec du vent. On n'a jamais fait un moulin à eau avec de l'eau. On a mangé, ce qui nous a permis de dégager de la force de travail. On a assemblé, alors pour le moulin à eau par exemple, des pierres, du mortier. On est allé couper un peu de forêt pour faire les poutres, la charpente. On a éventuellement, avec du bois, fondu quelques métaux pour faire les pièces métalliques du moulin à eau. D'accord? Et ensuite seulement, on exploite l'eau pour faire tourner le moulin. À aucun moment, l'eau ne permet de fabriquer le moulin ou les moyens d'exploiter l'eau. Ça n'est pas une source d'énergie. L'énergie cinétique qui est dans l'eau n'est pas une source d'énergie qui permet d'exploiter la source d'énergie. Donc pour moi, ce n'est pas une source d'énergie. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Est-ce que c'est finalement la fin de l'autocatalyse? Je suis désolé pour cette petite... c'est le format qui n'a pas suivi le point d'interrogation qui est passé à la ligne. Chez moi, ça ne faisait pas ça. Est-ce que c'est la fin de l'autocatalyse, la transition énergétique? Et c'est finalement, à mon sens, la seule question qu'on doit se poser. Et alors, on va rester quelques minutes sur ce schéma. On a de l'énergie dans le milieu. Il y en a plein, sous différentes formes, dans la matière organique, dans le rayonnement solaire. On sait qu'il y en a dans les atomes radioactifs, on sait qu'il y en a dans le vent, on sait qu'il y en a dans la géothermie, dans la chaleur souterraine, il y en a dans plein de choses. On peut en mettre dans l'hydrogène. Enfin, on peut faire de l'hydrogène et dedans il y a de l'énergie. Bref, on sait qu'il y a de l'énergie un peu partout. De toute façon, tout est énergie. Je ne vous refais pas les cours de physique. Donc, d'énergie, il y en a un peu partout. Des flux d'énergie, on peut en trouver pas mal. Les flux organisateurs, c'est autre chose. C'est ce que j'appelle, c'est ce qui me permet de décrire, moi, les flux qui ont cette spécificité, justement, d'enclencher des processus autocatalytiques, voire métaboliques, etc. En tout cas, organisationnels. Lorsque vous mangez, votre système digestif casse des molécules, en refabrique d'autres. Quoi qu'il en soit, il structure la matière. D'accord? De la même façon, le lapin fait la même chose avec l'herbe qu'il mange, et les organismes photosynthétiques structurent la matière. C'est une propriété intrinsèque de ce qu'on appelle des structures dissipatives, parce qu'elles dissipent de l'énergie, elles sont traversées d'énergie, et au moment où elles sont, ou plutôt à l'entrée de l'énergie dans le système des structures, dans le système dissipatif, à ce moment-là, de l'organisation apparaît. C'est ce que Prigogine a démontré après les intuitions de Schrödinger et d'Erwin Bauer au début du 19e et à la fin au début du 20e et à la fin du 19e. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a quand même deux grandes catégories d'objets dans le réel. Ceux qui, lorsqu'ils sont traversés d'énergie, vont se dégrader, voilà, subir des transformations et se dégrader. Et il y en a une classe un peu particulière qui, lorsque ces objets sont traversés d'énergie, ils s'organisent. Un ouragan, ça s'organise. Un ouragan, c'est une dissipation d'énergie, mais qui ne fait pas des vents un peu dans tous les sens ou de façon linéaire. Il y a plus que des tourbillons, il y a une forme qui apparaît, on pourrait appeler ça une morphogénèse. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas là et qui apparaît, et puis qui disparaît quand le flux d'énergie, quand la dissipation ne se fait plus. D'accord? Ben, tous les êtres vivants, tous sont des structures dissipatives. Nous sommes des structures dissipatives. Les sociétés humaines sont des structures dissipatives. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de l'énergie dans les structures dissipatives que sont les sociétés humaines, nous, humains qui sommes des structures dissipatives, organisons la matière, nous structurons la matière. En fondant des métaux dans les hauts fourneaux, une fois qu'il est liquide, on leur donne la forme qu'on veut. Ça, c'est pas simplement de l'énergie qui traverse un système. C'est de l'énergie qui est dirigée, on va dire, canalisée pour produire un résultat, une forme particulière. Avec la pétrochimie, on fait de la chimiosynthèse. On brûle là encore des hydrocarbures, on fait une chimie spécifique et on fabrique des ordinateurs, des coques de portables, voilà, un tas d'éléments en plastique. C'est de l'organisation, donc on est obligé de parler de structure dissipative. Il y a quelque chose en plus qui se passe, et vous retrouvez l'écho avec mon image d'introduction. Il y a quelque chose qui se passe de plus dans les structures dissipatives ou dans les sociétés que dans les frigos. D'accord? Dans les frigos, de l'énergie circule,
on a une réduction locale d'entropie parce que la température baisse, on a quelque chose qui ressemble à de l'organisation. C'est pas de l'organisation, c'est juste un état interne qui change. Si vous coupez le courant, évidemment ça s'arrête, comme pour les structures dissipatives, mais simplement il y a une propriété que le frigo n'a pas, parmi d'autres, mais je vais en donner une principale et qui est commune à toutes les structures dissipatives, c'est que le frigo ne résiste pas à la perturbation. Si vous alimentez correctement votre frigo, qu'il fait du froid et qu'il est stabilisé, voilà. Si vous ouvrez la porte, il ne va pas se défendre. Et il ne va pas essayer de faire quoi que ce soit pour continuer à faire du froid correctement à l'intérieur de lui. Il ne peut rien faire. Il est passif. C'est un système inerte. Il n'y a que nous qui lui donnons les propriétés qu'il a. D'accord ? Un ouragan, à contrario, va traverser quantité de zones atmosphériques perturbées différentes, froides, chaudes, etc., de la pluie, il va passer au-dessus des montagnes, il va résister, il va s'organiser en fonction du bruit ou en fonction du bruit physique, du bruit de l'environnement, en fonction des perturbations qu'il y a autour de lui. Les cellules de Bénard, c'est l'exemple le plus courant, je vous laisserai regarder sur Internet. Quand on fait bouillir un liquide, alors c'est l'exemple le plus schématique et un peu controversé parce que la convection ne suffit pas à démontrer l'organisation, mais vous avez un exemple un peu prototypique, les cellules de convection des liquides lorsqu'on les chauffe. Si vous essayez de remuer, une fois que vous avez essayé de remuer, automatiquement, tout seul, en fait, le système va retrouver les structures de tourbillons qui sont générées par le flux de chaleur. D'accord ? Donc cette propriété d'auto-organisation, je donne un nouveau mot, est typique des structures dissipatives et n'existe pas dans les machines. Et là, vous voyez, dans ce schéma, c'est ce que je simplifie, ce que je résume. Dans une société thermo-industrielle avec des sources d'énergie, du bois, du charbon, du pétrole et du gaz, on a du feu, on organise la matière, on fond les poutres, c'est symboliquement ça. On organise la matière et on peut fabriquer des usines et derrière, on a toute la société. On peut faire de l'électricité si on veut, mais on a surtout toute la société derrière. D'accord ? On organise les choses comme on veut. Avec les énergies que j'appelle auxiliaires, que sont là le vent, le soleil et les atomes radioactifs. Essayez de faire quoi que ce soit avec du vent lorsque vous êtes sur les quais de Genève par un jour venteux, ou sur la plage cet été face au soleil, essayez de fabriquer quoi que ce soit avec ces formes d'énergie. Ou avec un petit seau d'uranium, même un peu raffiné. Essayez de faire quoi que ce soit avec ces énergies-là. Vous n'y arriverez pas. On ne peut pas faire quoi que ce soit avec du vent, du rayonnement solaire ou des atomes radioactifs. Il faut d'abord les moyens de convertir l'énergie qu'il y a dans ces substances, ou dans ces, voilà, dans le rayonnement, dans le vent, etc. Il faut d'abord convertir l'énergie et ensuite, on peut faire ce qu'on veut. D'accord ? Ça change tout. Ça change conceptuellement absolument tout. Parce que là, à l'entrée de l'énergie dans les systèmes, qu'est-ce qu'on n'a pas ? L'autocatalyse, Claude. On n'a pas l'autocatalyse. Et on n'a pas, pour la première fois dans l'évolution, un système qui espérerait s'organiser avec l'énergie qui rentre dedans. Donc dans le vivant, dans l'histoire du vivant, nous sommes l'espèce qui souhaiterait continuer à organiser un système complexe issu du vivant, donc nos sociétés, avec des formes d'énergie avec lesquelles on ne peut pas faire d'autocatalyse. Physiquement, alors, je suis catégorique parce que expérimentalement, on n'a jamais réussi à faire un voilier, on ne va même pas parler de transition énergétique, on n'a jamais fait un voilier avec du vent, d'accord ? On n'a jamais fait un moulin à vent avec du vent. On n'a jamais fait un moulin à eau avec de l'eau. On a mangé, ce qui nous a permis de dégager de la force de travail. On a assemblé, alors pour le moulin à eau par exemple, des pierres, du mortier. On est allé couper un peu de forêt pour faire les poutres, la charpente. On a éventuellement, avec du bois, fondu quelques métaux pour faire les pièces métalliques du moulin à eau. D'accord ? Et ensuite seulement, on exploite l'eau pour faire tourner le moulin. À aucun moment, l'eau ne permet de fabriquer le moulin ou les moyens d'exploiter l'eau. Ça n'est pas une source d'énergie. L'énergie cinétique qui est dans l'eau n'est pas une source d'énergie qui permet d'exploiter la source d'énergie. Donc pour moi, ce n'est pas une source d'énergie.